Delphine Beau, je suis responsable accompagnement entreprise au sein d'ESSEC Venture. Je vais avoir le plaisir d'animer cette dernière session de la Venture Academy. Juste quelques mots sur ESSEC Ventures. ESSEC Ventures, c'est le dispositif entrepreneurial de l'ESSEC. Il accompagne à peu près 60 entreprises par an, réparties sur un incubateur étudiant sur Cergy et une pépinière d'entreprise à La Défense. On dispose également d'un fonds d'amorçage, dont d'ailleurs nous avons le plaisir ici d'accueillir Julien Morel, donc, qui est représentant de ce fonds d'amorçage, et également donc, Nicolas Omaro de Cube. Peut-être pour commencer, je vais vous laisser vous présenter tous les deux. Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Omaro. Je suis cofondateur de la société Cube, une société qui a été créée en 2006. On a une activité d'édition et de distribution de carteries, de petits produits cadeaux, porte-clés, magnettes, donc tout ce qu'on peut trouver dans les librairies, tabac, presse et espaces culturels. Bonjour, Julien Morel. Moi, je m'occupe effectivement d'ESSEC Ventures, le pôle entrepreneur. Donc, c'est l'ensemble des dispositifs dont Delphine a parlé. Et puis là, aujourd'hui, je représente plus particulièrement le fonds, parce que l'ESSEC est une des rares écoles qui a son propre fonds et qui investit des tickets de l'ordre de 20 à 50 000 euros très tôt dans les startups de nos incubateurs, même avant les business angels. Donc là, on est dans un complément d'informations sur ce qu'on a vu. On est dans un autre mode d'incubateur adossé à un fonds. Et on va essayer de vous expliquer quels sont les avantages et comment tout ça fonctionne. Alors peut-être Nicolas, pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de l'histoire de Cube, comment vous êtes né, comment vous êtes développé et qu'est-ce qui vous a amené justement à lever ces fonds auprès d'ESSEC Ventures? Donc comme je disais, la société a été créée en 2006 par un de mes amis d'enfance qui a une opportunité de faire de l'édition et de vendre des petites cartes comme on peut trouver chez les fleuristes, mais aux cavistes, notamment à la société Nicolas, qui lui a fait passer une grosse commande. Donc création d'une société pour pouvoir honorer cette commande. Rapidement derrière, il a essayé de trouver un business model, mais il ne trouvait pas. Moi, je suivais le projet de façon un peu lointaine, mais je m'y intéressais. En 2007, on a décidé de s'associer de façon à essayer de réfléchir à un business à développer à partir de ces petites cartes qu'on peut offrir avec une bouteille de vin. De fil en aiguille, on est tombé sur d'autres projets, notamment un projet beaucoup plus innovant qui permet d'imprimer des odeurs sur du papier. Et on s'est dit pourquoi pas travailler sur le marché du vin, vu que c'est un marché qu'on commençait à connaître un petit peu, et développer des outils d'aide à la dégustation et d'aide à la vente. En parallèle, on continuait cette activité de vente de petites cartes. Rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait réellement un potentiel de développement de ce projet innovant et on a eu besoin de fonds. Mon associé initialement avait déjà fait un emprunt auprès d'une banque, donc mis à part trouver des fonds auprès d'un business angel ou de Sec Venture, on n'avait pas vraiment trop de choix, ou alors de la love money. Étant ESSEC, on a proposé à ESSEC Ventures un business plan sur un projet assez particulier qui était à la fois de continuer notre activité d'édition de petits produits de carterie, notamment pour accompagner des bouteilles de vin, comme on peut faire avec un bouquet de fleurs, et de développement d'un business d'outils marketing olfactifs en lien avec le vin et les spiritueux. Et avez-vous fait d'autres démarches auprès d'autres business angels dans le cadre de cette levée de fonds? Non, en fait, à cette période, j'avais pas de revenus. Mon associé n'avait plus de revenus non plus. Et donc, on était à court de temps. Et finalement, le fait que l'ESSEC puisse nous apporter des fonds de façon à pouvoir survivre quelques mois ou au moins un an, du coup, on a sauté sur cette occasion et sur cette opportunité. Et on n'est pas allé voir du tout, finalement, si on a pu trouver d'autres solutions.
D'accord. Donc à cette période, vous êtes incubé chez ESSEC Ventures, donc l'incubateur étudiant de l'ESSEC, et effectivement, vous faites appel au fonds d'investissement. Vous, Julien, comment faites-vous pour justement sourcer vos projets? On a bien compris qu'il y avait l'incubateur, mais est-ce qu'il y a éventuellement d'autres sources? Alors, la particularité d'avoir un incubateur, c'est qu'on peut suivre des projets très tôt et suivre les équipes et les voir évoluer. Alors, c'est extrêmement important parce que vous avez vu plein d'exemples avec des fonds où il y a une rencontre, deux, trois rencontres, effectivement, mais nous, les projets qu'on vise, c'est des projets qu'on connaît déjà et qu'on a suivis pendant quelques mois, voire quelques années. Ce qui nous permet, en tant que fonds adossé à l'incubateur, de prendre plus de risques et d'investir plus tôt que même les business angels. Donc quand Nicolas est venu effectivement avec son projet, c'était assez embryonnaire, il faut quand même le dire. Il y avait beaucoup de points qu'on avait vus ensemble, et puis il y avait un plan A, un plan B, c'était pas évident. En revanche, on connaissait bien l'équipe, on savait qu'ils se connaissaient eux-mêmes depuis un bout de temps et que c'était solide. On a senti l'aspect commercial, hein, ça c'est clair, de Nicolas, et on savait que c'était un couple rusé. Et quand ils sont venus proposer au fond de se présenter, j'ai dit oui. Voilà. Mais en revanche, après, il faut convaincre le fond. Donc c'est encore autre chose. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, comment ça se passe justement? Vous rencontrez Julien Morel qui vous suit dans l'incubateur, vous lui soumettez effectivement votre candidature au fonds. Quelles sont les démarches, pour le coup, pour ce fonds? Quelles sont les démarches que vous effectuez? Quelles sont les différentes étapes, la procédure? Déjà, finalement, premièrement, ce qui s'est passé, c'est que pas mal de gens à l'ESSEC ont trouvé le projet de marketing olfactif assez intéressant, parce qu'il y avait une réelle innovation. On utilisait quelque chose qui existait déjà, notamment dans la parfumerie, mais on essayait de l'adosser à un nouveau marché. Et dans nos démarches de recherche auprès de potentiels clients, on avait vraiment des retours très positifs. Donc ça a vraiment intéressé ESSEC Ventures. Au passage, moi étant sur les bancs de l'école, j'ai participé à un cours de création de business plan. Donc on a travaillé avec une équipe avec 3 autres personnes, 3 autres ESSEC, sur un business plan. Les 3 étaient très motivés, connaissaient bien le domaine du vin aussi, donc ont aussi apporté leur expertise. Je pense aussi que ça a permis au fond de l'ESSEC de se dire effectivement il y a un potentiel parce que d'autres personnes sont prêtes à s'allier au projet et trouvent qu'il y a réellement quelque chose. Et donc on a fini ce business plan, on a dit à Julien qu'on avait vraiment besoin de lever finalement, et qu'on présenterait bien notre projet au comité. Donc tout simplement, on avait un gros pavé de à peu près 180 pages, avec tout de décrit de A à Z, plus un plan financier. On a donné ça au comité, et donc on l'a présenté. Ça a été assez compliqué parce que notre business plan, il était dual en fait. On s'était dit, on a une petite activité de carterie qui nous génère un petit peu de cash. Donc ça, aujourd'hui, il faut absolument qu'on le continue parce que ça peut nous permettre de développer le business plus innovant. Et certaines personnes du comité, en fait, ont été vraiment séduits en se disant, voilà, il y a effectivement 2 business, donc une option A, une option B. Un binôme qui apparemment a l'air solide et est très complémentaire. Et par ailleurs, il y en a d'autres qui se sont dit non, moi, investir sur 2 projets, impossible. C'est soit ils prennent une option, soit ils prennent l'autre, mais en tout cas, je pose mon veto pour investir sur ce projet. C'est d'ailleurs une recommandation importante, c'est-à-dire que quand vous présentez à effectivement des investisseurs, avoir des projets qui sont dual, comme celui-là, c'est rarement accepté. Alors là, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on a été intéressé? C'est parce qu'on connaissait encore une fois bien l'équipe, et puis ça a été présenté comme un plan A et un plan B. C'est-à-dire qu'au cas où on n'arrive pas à développer cette stratégie de marketing olfactive, parce qu'il y avait des contrats avec des laboratoires de Grenoble, si je me souviens bien, c'était assez complexe quand même, reproduire l'odeur du vin en dehors de la bouteille sur l'étiquette, c'était pas gagné quand même. Il y avait un risque fort. Et on savait que sur l'autre activité, c'était peut-être un peu moins sexy en termes d'innovation.
mais que ça correspondait également bien au profil des partenaires, des associés. Et donc, le fonds a hésité, c'est vrai. Il y a eu une vraie hésitation. On n'a pas mis le montant maximum, mais la majorité l'a emporté. Je pense que c'est un cas intéressant où on voit que l'équipe, finalement, qu'on connaissait bien, est encore plus importante que le business plan. Hein, pour finalement le choix du business angel ou du business angel institutionnel comme on est. Et c'est ça qui l'a emporté finalement. Alors Julien, vous avez parlé d'un montant maximum. Pouvez-vous nous préciser justement ce que peut faire le fonds ESSEC Ventures dans le cadre de projets à ce stade de maturité? Et par ailleurs, on a entendu aussi parler d'un comité d'investissement. Pouvez-vous juste nous rappeler comment ça fonctionne au niveau d'ESSEC Ventures? Un comité d'investissement, c'est une dizaine de personnes à l'ESSEC. Hein, donc il y a des professeurs, mais on a aussi des investisseurs associés qui travaillent dans le capital risque, qu'on invite. Et puis moi-même qui y participe. Et la décision est collégiale. C'est-à-dire que c'est une particularité à l'école, c'est que chacun va donner son avis, et puis après on va brainstormer ensemble pour savoir si oui ou non on investit. Si oui, combien et dans quelles conditions. En revanche, c'est vrai qu'on est de la love money d'une certaine manière. Hein. On peut dire friends, school and family. Mais on a aussi un pacte d'actionnaires qui est à peu près le même que celui des business angels classiques, avec une petite différence peut-être, c'est que on n'est pas très exigeant sur la date de sortie. C'est-à-dire qu'on a, comme on gère notre propre argent, on n'est pas obligé de sortir au bout de 5 ans, au bout de 7 ans du fonds, et on sait comme en plus on investit dans des projets très en amont, que ça met du temps pour se développer. Synthesio, par exemple, que vous avez vu tout à l'heure, on a investi, ils n'avaient rien à l'époque. Aujourd'hui, ils font leurs 6 millions d'euros. Et on est content de rester. On est content de rester et de ne pas être sorti. Donc c'est une des forces, en fait, de gérer son propre argent, que de ne pas avoir cette contrainte. Et je pense que c'est important aussi pour les entrepreneurs. Notamment dans le cas de Nicolas et de Cube, où justement il y avait des options un peu incertaines, et que on savait que ça allait prendre un certain temps effectivement de le développer. Alors, on nomme une personne, en général au conseil d'administration des entreprises, mais pas toujours, et l'école est toujours à disposition pour faire jouer son réseau, bien sûr. Alors, réseau de clients, mais aussi professeurs qui peuvent appuyer sur des problématiques particulières. Et puis, comme on a développé à ESSEC Ventures un réseau d'investisseurs importants, la plupart des entreprises dans lesquelles on a investi font un deuxième tour. Et pas toujours, mais bien souvent, l'école est un peu à l'initiative de ce deuxième tour et de ce nouveau réseau d'investisseurs qui vient consolider finalement les montants relativement faibles, bien qu'ils soient importants à l'échelle d'une école, pour les entrepreneurs. Alors Nicolas, on a compris qu'il y avait eu des vétos au niveau du comité d'investissement. Maintenant, ils vous ont fait une proposition. Qu'est-ce qu'il en a été de la négociation? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de négociations? Quel a été finalement le temps pour vous pour récupérer l'argent? Comme je le disais, finalement, nous, on avait vraiment besoin d'argent parce que sinon, on faisait autre chose. Donc, grosso modo, c'était soit vous prenez 20 000, soit vous prenez rien. Donc, ça, c'était. Voilà, il y avait eu 2 vétos et on le savait. On nous avait dit, à la base, on nous avait dit non. Il y a 2 vétos. Finalement, le comité, certaines personnes du comité ont vraiment insisté. Donc, on a dit OK pour 20 000. Et grosso modo, je pense que quand on a dit OK, on a signé le pacte dans les semaines qui suivaient. Et dans le mois suivant, on avait récupéré un chèque sur notre compte. Oui, ça va très vite, effectivement. C'est beaucoup plus rapide. Alors, pour la raison que je vous ai exposée avant, c'est-à-dire que comme on a suivi les boîtes avant, on n'a pas besoin d'avoir cette relation de 6 mois, voire 9 mois qui ont été décrites tout à l'heure, par des fonds qui découvrent finalement les modèles, qui vont faire des due diligence, qui vont aller appeler les clients pour savoir ce qui se passe, qui vont appeler l'équipe éventuelle, si elle est constituée, et vont enquêter par ailleurs. Donc le processus est bien accéléré, mais c'est aussi parce que derrière, effectivement, il y a eu cette incubation qui nous a permis d'aller vite. Donc ça dure un mois à peu près. Voilà. Alors nous, on demande à nos entrepreneurs d'écrire le pacte.
hein. C'est-à-dire qu'on va nous donner une term sheet, c'est-à-dire une lettre d'intention qui va donner les règles de fonctionnement globales de notre investissement. Mais cette term sheet doit se transformer en pacte d'actionnaires qui est en fait tout simplement la term sheet mais détaillée. Et on pense que pédagogiquement, c'était intéressant de laisser nos startups pour qu'elles comprennent ce processus, qu'elles ne se laissent pas entraîner les yeux fermés. Ils sont jeunes et donc on n'est pas là pour les écraser. On prend toujours des parts très minoritaires, mais on est là aussi pour qu'ils apprennent pour les levées suivantes. Donc cet enseignement, finalement, fait partie de la pédagogie de l'ESSEC. C'est un enseignement assez pratique, mais quand ils vont passer au deuxième tour, au troisième tour, ils sauront ce que c'est que les clauses principales d'impact et ils vont pouvoir naviguer avec beaucoup plus d'aisance, même si il faut toujours apprendre, hein, avec des montants levés beaucoup plus gros. Donc l'investissement est réalisé, donc on va passer sur la relation après cet investissement. Comment cela s'est-il passé? Qu'est-ce que vous a apporté effectivement le fonds ESSEC Ventures? Et qu'est-ce qui s'est passé dans le suivi, en fait, dans l'évolution? Vous avez parlé effectivement de pastilles pour les senteurs du vin, mais d'un autre côté, aujourd'hui, quand vous avez décrit Cube, on n'est plus tout à fait sur cette activité-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'entreprise et dans vos relations avec le fonds? Grosso modo, les relations avec le fonds, elles sont assez simples. C'est vrai que pour le coup, l'ESSEC n'est pas trop intrusif dans notre business. Ce qui importe beaucoup, c'est que la société tourne, avance. Quand on a un besoin, une question, il y a toujours quelqu'un qui est là pour y répondre. Ça, c'est vraiment important. Mais il y a encore quelque chose d'assez pédagogique finalement, c'est que le fait de ne pas être intrusif, on apprend par nous-mêmes beaucoup. C'est vraiment en cas de besoin ou de problème, on sait que voilà, on a un support, on a un soutien. On peut avoir des pros spécialisés dans une matière, notamment la logistique par exemple, qui vont pouvoir nous dire non, faites pas ci, faites pas ça. Et ça, c'est vraiment très positif. Après, dans les autres questions, effectivement, aujourd'hui, le projet de marketing olfactif, pas qu'il est tombé à l'eau, mais il existe toujours, il est dans un placard. On est tombé en plein milieu de la crise. Le marché du vin, c'est un marché où il y a de l'argent, mais investir pour eux dans le marketing, c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, on a un projet qui est effectivement dans un carton qu'on attend de développer. Et finalement, on a pris l'option 1 du business plan. On a continué à développer la carterie. Aujourd'hui, on fait plus d'1 million d'euros en carterie. Et c'est vraiment un business plan qu'on travaille depuis 3 ans. Donc en 3 ans, 1 million d'euros, on est 8 dans la société. Et objectif, nouvelle levée, beaucoup plus importante, et 5 millions d'ici 4 ans. Oui, alors ce qui est amusant dans le cas de Cube, c'est qu'entre le business plan ultra techno du début et ce qu'ils font aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. À un moment, ils ont cartonné sur les magnets, vous savez, ces petits aimants qu'on met sur les frigos pour tenir les cartes postales. Donc on est vraiment rentré dans du réseau de vente, hein, de petits gadgets, etc., qui n'a plus rien à voir avec le business plan initial. Et je pense que là où le fonds a joué aussi de manière importante, c'est que on les a complètement laissés dévier du business plan initial. Et ça, c'est pas toujours gagné quand vous avez signé avec un investisseur. Vous êtes un peu pieds et poings liés sur ce qu'il faut faire, même si il y a une marge évidemment de flexibilité, mais vous ne pouvez pas passer d'un secteur à l'autre. Et là, on leur a fait confiance d'une certaine manière, on a bien fait. Je pense que notre investissement prospère. Mais je pense que c'est aussi, quand vous voyez des investisseurs, essayez de voir effectivement dans quelle mesure ils vont vous laisser vous adapter aux conditions de marché et dans quelle mesure vous allez pouvoir, par vous-même, changer le business plan, voire complètement, ce qui a été le cas pour Q. Maintenant, on passe au futur. Comment vous envisagez la suite au niveau de Cube? Vous avez parlé effectivement de votre évolution. Donc, comment vous l'envisagez, vous, en tant qu'entrepreneur, et Julien, effectivement, en tant que fonds? Nous, ce qu'on envisage forcément, c'est de développer la structure, de développer le chiffre d'affaires, de développer notre réseau.
Comme Julien le disait, on a un réseau, on a des commerciaux en propre qui sillonnent la France. L'objectif, c'est donc d'améliorer ce réseau, de pouvoir encore tisser la carte en France et de développer des produits qu'on peut exporter. On commence un petit peu à le faire, mais c'est vrai que dans notre métier, c'est extrêmement important de pouvoir exporter. Là encore, on espère pouvoir trouver des appuis pour développer cet export. Et quoi qu'il se passe, aujourd'hui, pour nous développer, on a un besoin en fonds de roulement qui est juste énorme. Grosso modo, 1 euro de chiffre d'affaires supplémentaire, ça nécessite entre 20 et 25 centimes de besoin en fonds de roulement supplémentaire. Donc, prochaine étape, une levée importante. On espère d'ailleurs que l'ESSEC va nous accompagner dans cette levée. Quand le business plan a changé, on s'est dit, alors comment valoriser finalement un business de carterie qui n'était pas du tout le business initial dans lequel on avait investi. Et donc là, on a échangé avec Nicolas et on s'est aperçu que la valeur, et Nicolas me complétera sur la valeur de ce business atypique pour le fonds de l'ESSEC qui investit plutôt dans des boîtes web, techno, elle est dans le réseau de commerciaux qu'ils ont réussi à tisser à travers toute la France. Elle est également dans l'ensemble des, comment tu appelles ça, les dispendaires que vous avez de la place prise chez les clients, vous exposez les cartes, les objets, etc. Et ce réseau a une vraie valeur pour des gros acteurs qui souhaitent s'implanter ou se développer. Il y a beaucoup de rachats qui se font dans ce cadre-là. Alors je crois que c'est pas aujourd'hui que vous voulez faire racheter, vous voulez grossir encore, bien sûr, et vous développer. Mais du coup, ça a pu nous donner, nous, quelques éléments de valorisation tangible de l'entreprise, alors qu'on était dans un business très différent. Et on sait à peu près combien, à partir du moment où les chiffres sont bons et les résultats sont positifs, on sait à peu près combien vaut un réseau de vente. Et c'est avec plaisir que j'entends qu'il va y avoir une nouvelle levée de fonds et je vais essayer de vous aider là-dessus parce qu'effectivement, c'est là que se trouve la valeur. Peut-être avant de passer aux questions, est-ce que vous auriez des recommandations à faire par rapport à votre parcours et par rapport à votre expérience ? Il y a des choses que je n'ai pas dites. Il y a un moment où je me suis retrouvé tout seul parce que mon associé a besoin de cash. Donc il a eu une opportunité pour lui aussi développer un réseau de vente pour une start-up qui était confiante, qui avait levé 30 millions d'euros. Donc rien à voir. Et donc du coup, il a été se faire un peu les dents sur le développement commercial pour cette boîte. Donc moi, j'étais tout seul, c'était dur. Lui, avant, avait passé un an tout seul, ça avait été dur aussi. Donc déjà, premier truc vraiment important, partez pas tout seul. Partez toujours accompagné et trouvez la bonne personne dans le binôme. Moi, c'est un ami d'enfance, mais ce qui est particulier, c'est qu'on a deux caractères complètement différents, complètement opposés et complètement complémentaires. Et ça, dans le business tous les jours, c'est génial. Parce qu'il y en a un qui a une idée, il y a l'autre qui pense à quelque chose, et on s'envoie la balle tout le temps. Jusqu'à présent, je touche du bois, mis à part 2-3 fois où le ton s'est levé, on est toujours parti sur une décision et on est resté dessus. Et ça, c'est vrai que tout seul et sans argent, c'est dur. Même avec, je pense, avec n'importe quel projet, même s'il est génial, le fait de pouvoir échanger, d'avoir un miroir, de pouvoir se lever le matin et dire tiens, cette nuit ou hier soir j'ai pensé à ça et avoir tout de suite un feedback, c'est vraiment, je pense que c'est quasiment impératif finalement. Oui, moi, une première remarque, c'est que il faut être dans le radar de vos investisseurs assez tôt. Et si vous pouvez aller les voir dans un premier temps sans les pitcher immédiatement, ne serait-ce que pour avoir des conseils, des retours, vous faire connaître, dire je suis peut-être pas prêt pour un investissement tout de suite, mais donnez-moi des éléments, etc. Vous serez repéré sans vous griller parce que vous venez un peu trop tôt. Et c'est un peu ce qu'on fait finalement à l'ESSEC avec cette période d'incubation avant. Donc ça, c'est un premier conseil que je donnerais. Ensuite, on n'a pas besoin de lever beaucoup pour faire 1 million de chiffre d'affaires finalement. Avec 20 000 euros, dans certains secteurs, on peut vraiment aller, alors évidemment avec beaucoup de sang et de sueur, j'en conviens, et puis vous avez levé un peu de dette aussi, mais on peut aller assez loin.
On a vu des business qui se développaient avec des levées de 5 millions, 7 millions, 500 000 euros. Et ben aujourd'hui, Cube, c'est une boîte qui se développe bien avec des fonds vraiment très très réduits. Donc on n'est pas toujours obligé d'aller chercher le gros paquet. Voilà, il y a pas mal d'autres conseils, mais laissons la parole peut-être au public, si tu veux rajouter quelque chose. C'est vrai que dans notre développement aussi, on s'est beaucoup appuyé sur la banque qui nous a suivis vraiment comme il faut. On a eu de la chance en 2009 d'avoir un gros coup. On a distribué les petits bracelets en silicone que les enfants s'arrachaient. On a fait un très beau résultat à la fin de l'année et on avait du cash à investir dans la boîte. Donc la banque nous a d'autant plus suivis. Néanmoins, attention, c'est vrai que la banque c'est bien, mais quand la banque ne suit plus et qu'on est en forte croissance, ça devient vraiment dangereux. Parce que finalement, la trésor, c'est le nerf de la guerre. Et faut prendre aussi le temps de se dire, voilà, il va falloir faire une deuxième levée, mais il faut l'anticiper. Parce que quand on est dans une activité, quand on est dans la vie de tous les jours, qu'on a des factures, qu'on a des clients, qu'on a plein de choses, repréparer un business plan, repenser un business plan, ça prend du temps. Et ce temps, quand une banque ne suit plus, finalement, on ne l'a plus. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose à penser. C'est toujours anticiper le coup d'avant, enfin le coup d'après plutôt, comme disait Julien, commencer à voir de potentiels investisseurs pour se faire connaître et commencer à bien réfléchir à ce qu'on veut faire et pas se retrouver peut-être un petit peu comme nous aujourd'hui en se disant là c'est la deadline, elle est dans 6 mois, on peut plus attendre, c'est maintenant qu'il faut qu'on lève parce que sinon il faut qu'on stabilise le chiffre d'affaires, on ne peut plus se développer. On va passer aux questions de la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, donc quel était pour vous, Nicolas, le challenge le plus difficile pendant tout ce parcours ? Le cash. Non mais vraiment, aujourd'hui on fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et notre compte en banque est grosso modo toujours au-dessous de zéro. On a bien négocié nos plafonds. On a bien négocié nos encours d'escompte. Je crois qu'on doit avoir 140 000 euros de lignes de trésorerie à court terme et on les utilise au taquet. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où je sais qu'il y a 1 an, j'ai appelé Julien en disant Julien, là pendant 1 mois et demi, on a moins 100 000. Comment on fait ? Après avoir tout utilisé. On a trouvé des solutions. Mais voilà, c'est vraiment le cash. Tout le monde le dit, c'est le nerf de la guerre, mais c'est vrai. Même si on se développe, même si ça fonctionne bien, même si tout va bien, le jour où il y a un problème de cash, les banques suivent plus, les fournisseurs suivent plus, les assurances crédit font en sorte que les fournisseurs nous suivent encore moins. L'an dernier, on a fait un peu de pertes. À partir du mois de novembre, j'ai la moitié de mes fournisseurs qui m'ont dit maintenant c'est paiement comptant à la commande. Alors qu'on avait 60 jours de délai. Quand on a un BFR qui est monstrueux, c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre. On trouve des solutions et voilà, c'est toujours ça. Le problème, c'est le cash. Et comment vous réagissez, vous, en tant que fonds d'investissement, quand un entrepreneur vous appelle en vous disant Moi, je crois vraiment qu'il faut... Moi, je me méfie de la dette excessive parce qu'on a investi dans quelques entreprises qui ont levé beaucoup de dettes très tôt, pourtant sur des concepts géniaux. Et effectivement, la dette, ça se rembourse mois après mois, alors que le capital, certes, vous vendez un peu de votre maison, bien sûr, mais vous n'avez pas cet étau qui peut être positif en tant que pression, mais quand il devient trop lourd, est dangereux. Et donc, moi, ce que je vais suggérer, mais il faut qu'on en discute, je pense qu'il doit vraiment faire une vraie levée de fonds au sens capitalistique du terme, calmer un peu le jeu sur la dette, parce que trop de pression, c'est dangereux. Et pour cela, il faut retravailler le BP en fonction des nouvelles conditions, en fonction de la valorisation de ses réseaux de vente, en fonction d'une option de sortie, parce que vous aurez un investisseur, il voudra sortir au bout d'un certain temps.
Et je pense que c'est le next step pour Cube. Je prends le train en route, hein, donc je ne sais pas ce que vous faites, mais vous avez songé à trouver des solutions plutôt à la base, essayer d'augmenter la marge. Vous parliez du bracelet, vous savez ce que je veux dire. Donc trouver des coûts comme ça qui puissent vous générer du cash, quoi. Des petites idées, quoi, qui seraient satellites, qui n'auraient peut-être rien à voir avec votre activité principale. Les bracelets, vous avez margé que pas mal, non? Je suppose. Non? Vous l'avez fait trop tard, alors. Non, le problème, c'est que on peut augmenter nos marges, ça c'est un truc qui est certain. Après, c'est nos clients qui vont pas aller bien. Donc effectivement, l'idée c'est de trouver de nouvelles choses. C'est prêt, c'était un coup. On a une opportunité assez géniale. On est tombé au bon moment, au bon endroit. Sauf qu'on a distribué. Donc, notre fournisseur a gagné plusieurs millions d'euros. Nous, on a gagné quelques dizaines de milliers d'euros. Donc c'était très bien. Le problème, c'est que pour ça, c'est pareil, il faut du cash. Parce qu'on a tous les jours, on a des opportunités de récupérer des produits à les vendre. Et on pense qu'ils vont se vendre, mais il faut les acheter. Il faut que le fournisseur soit OK, sachant qu'il ne nous connaît pas pour avoir une belle limite de crédit chez lui. Donc ça se fait pas tous les jours. Et puis il y a un autre problème, c'est vis-à-vis de nos clients. Aujourd'hui, on développe des produits, on développe des gammes, on a une image. Nos concurrents nous disent, vous commencez à avoir une réelle image sur le marché, plutôt moyen haut de gamme. Quand on voit vos produits, on les reconnaît. Quand vous êtes sur un salon, on vous reconnaît, on sait qui c'est. Et si tous les jours on dit à nos commerciaux, voilà, maintenant, demain, vous allez prendre ça en plus et le vendre. Nos clients, au moment, ils vont dire, ils font quoi? C'est de l'épicerie, j'ai plein de produits au catalogue, et puis tous les 3 semaines, j'ai un nouveau truc qui vient se rajouter. C'est pas possible. Ou alors après, il faut que ce soit vraiment le bon coup. Les bracelets, ça a été le bon coup. Ça a été génial. Et ça a été une distribution nationale avec quelques rendez-vous chez des grands comptes, comme la Fnac. Donc, on a pu faire des gros coups sans prendre de risques. Et ça, c'est effectivement, c'est finalement ce qu'on attend pour demain, c'est se dire, bah voilà, si ça se trouve, on va avoir un autre gros coup et ça va nous financer aussi une grosse partie du développement. Et éviter de nous diluer en levant plus, par exemple. Mais il faut trouver et c'est pas facile. C'est pas... Exactement. Bonjour. Ma première question, il y a 2 questions. Ma première, c'est est-ce que vous estimez aujourd'hui avoir réussi? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Et si vous les avez rencontrés, est-ce que vous auriez fait différemment aujourd'hui? Est-ce que finalement, votre parcours, vous l'assumez parfaitement? Et est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Et est-ce que vous feriez la même chose? Voilà. Donc, la question est très simple finalement. Des problèmes, grosso modo, on en a tous les jours, mais c'est des petits problèmes. Moi, j'ai décidé très tôt que je voulais entreprendre. Mon associé aussi, vu qu'il l'a même fait avant moi finalement. Et ces problèmes, c'est aussi ce qui nous fait vibrer, c'est le fait de trouver les solutions tous les jours. Et des choses que je ne referais pas, potentiellement, non. Je suis content de ce que j'ai fait. Il y a des choses où j'ai sûrement fait des erreurs, mais c'est aussi dans les erreurs qu'on apprend. Donc ces erreurs, je ne veux pas revenir dessus finalement. Non, c'était bien de les faire et voilà. Non, voilà. Et ce qui me fait vibrer, c'est vraiment l'entrepreneuriat, le fait d'avoir des difficultés, d'avoir des réussites, d'embaucher des gens. Globalement, pas. Non, ou alors après des petites choses, mais vraiment rien de. J'ai pas de choses particulières qui me viennent en tête comme ça. Et après, j'estimerais avoir réussi le jour où je sais que je serai à l'abri d'un client qui fait faux bond, Virgin par exemple. C'est le cas aujourd'hui, et qui risque de nous mettre vraiment en péril. Le jour où je serai à l'abri de ça, le jour où je mettrai mes salariés aussi à l'abri de ça, de se dire, voilà, si ça se trouve demain, j'ai un de mes grands comptes qui se casse la figure, et je mets la clé sous la porte, et je mets du monde au chômage, et là, tant que je sais pas que c'est
on va dire que c'est gagné par rapport à ça, j'estimerais que j'aurais pas réussi. Et j'estime que je suis en train de réussir par contre. Bonjour. Moi j'avais une question plus précisément sur le côté incubateur. Combien de temps vous avez été incubé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et dernièrement, qu'est-ce que l'incubateur propose aux jeunes entreprises? Voilà, je vais laisser également Nicolas parler, mais je vais donner effectivement un peu plus d'infos sur l'incubateur en général. Comme on a maintenant à peu près 60 entreprises, c'est très différent de quand Nicolas était là parce qu'on était au début de l'incubateur. Aujourd'hui, on a un réseau de 35 partenaires qui nous aident à coacher les boîtes. Justement, toujours dans une optique plutôt de levée de fonds. C'est pour ça qu'on s'appelle ESSEC Ventures plus qu'ESSEC Entrepreneurs, parce que c'est notre marque de fabrique d'aider les entrepreneurs à finalement être capables de pitcher, d'intéresser des investisseurs, même si on ne les oblige pas à le faire. Donc parmi ces partenaires, on a bien sûr des fonds, on a des réseaux de business angels, on a des avocats, on a des sociétés qui sont spécialisées dans le crédit impôt recherche, dans la propriété intellectuelle, dans le statut de GEI, dans la recherche de subventions aussi publiques. Et ce qui est formidable, c'est que ces partenaires, c'est du mécénat de compétences. Tous les partenaires qu'on a vus ont dit OK, on veut donner du temps pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui se lancent. Alors évidemment, le temps est mesuré. On utilise un système de chèque conseil avec des heures. Donc c'est pas des prestations en soi, c'est plutôt j'ai un problème de pays. J'ai 2 heures de rendez-vous avec Juris Patent, qui est notre partenaire avocat, qui va me débloquer, me donner les grandes lignes de ce qu'il faut faire, pas faire, etc. C'est pas un pitch commercial, ils apportent vraiment de la valeur. Alors, c'est pas non plus une prestation. Donc, le fait de s'entourer de l'ensemble de ces partenaires apporte une richesse absolue qui n'était pas toujours possible quand on n'avait pas l'effet de masse qu'on a aujourd'hui, où c'était Julien Morel qui coachait les projets un par un. Voilà. Mais je peux passer la parole à Nicolas pour son expérience passée. Grosso modo, nous, on est resté 5 ou 6 mois dans l'incubateur pour la simple et bonne raison, c'est qu'on avait un stock et qu'il fallait gérer ce stock et qu'au début, dans le garage, donc je bossais de chez moi, c'était beaucoup plus simple que d'aller à Cergy à l'époque et de rentrer le soir et de me taper des commandes à préparer. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on a eu Julien, comme il a dit, il nous a pas mal conseillé au début. J'avais un besoin, j'allais le voir dans son bureau, il répondait. Et on a aussi découvert ces chèques, conseils, et on en a utilisé 2 pour l'instant. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que c'était pas une prestation commerciale du tout de la part du partenaire. C'était vraiment, on prend 2 heures, nous on expose notre problème, et eux ils essaient de l'analyser avec nous, de nous aider à l'analyser, de nous aider à grandir sur la réflexion. Et ensuite, ils nous laissent voler. Et si on a besoin, on peut les rappeler pour rediscuter. Mais il n'y a pas un rendu, il n'y a rien. C'est vraiment un véritable échange. Et c'est vraiment super intéressant de pouvoir aller chez KPMG et passer 2 heures avec le directeur, je ne sais plus quoi, mais qui a du niveau, qui écoute et qui rapidement trouve les points importants et répond à des questions sans tourner autour du pot finalement. Bonjour, c'est une question pour ESSEC Ventures, donc pour Julien. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous préférez justement financer, enfin des startups dans des secteurs comme le e-commerce ou les nouvelles technologies, le mobile, qui vous intéressent plus, ou est-ce que vous regardez vraiment sans biais tous les différents secteurs? Et puis, autre question, comment vous voyez par rapport aux venture organisations de grandes universités comme Stanford, justement, comment vous voyez dans 5-10 ans par exemple? Bonjour, alors je réponds d'abord à la deuxième par rapport à Stanford. On reste modeste, Stanford est très positionné effectivement dans la Silicon Valley et dans l'Internet, et ils ont l'avantage d'avoir cette spécialisation
Internet qu'ils ont développé. Nous, à l'ESSEC, on accepte tout type de projet, quel que soit le secteur. C'est-à-dire qu'on a investi dans des pantalons sur mesure pour femmes, dans des montres à gousset. C'est vrai qu'on a 50% des projets qui sont plutôt web et techno. Hein, Synthesio, par exemple, est un peu le projet type qu'on recherche. Alors, je vais plutôt vous dire ce qu'on ne recherche pas. Ce qui est dangereux d'expérience, hein, c'est les projets très capitalistiques dès le début. Je crée un hôtel, parce qu'on a une école d'hôtellerie, nous, donc on a pas mal d'entrepreneurs qui veulent créer un hôtel. Mais alors, créer un hôtel, là, on commence, alors là, pour le coup, on commence vraiment pas avec 20 000, et même pas avec 500 000, si vous voulez. Donc tout ce qui a une barrière capitalistique à l'entrée, où on ne peut pas démarrer par quelque chose de plus souple, de plus lean startup, pour reprendre des termes californiens, on n'aime pas trop. Restauration, très difficile. Ceci dit, on a des restaurants qui ont été créés, et c'est secteur capitalistique d'abord, effectivement, et savoir cuisiner, c'est tout bête, savoir organiser, gérer un personnel, c'est un métier très difficile. On a vu beaucoup de très beaux business plans là-dedans, et peu de réalisations effectives. Voilà. Alors, ça, c'est les deux secteurs où je me méfie un peu à chaque fois que je vois qu'il y a un entrepreneur qui arrive, parce qu'ils sont bien sur le papier, mais très durs à réaliser. Maintenant, on suit aussi, nous, l'initiative des nouvelles générations. C'est eux qui sentent aussi les tendances, c'est eux qui sentent ce qui vient, et c'est extrêmement précieux pour trouver justement les secteurs. Et souvent, nous, on apprend des start-upers, peut-être tout autant qu'on leur apporte. Ils nous apportent effectivement des intuitions, ils sont jeunes, ils sont dans l'innovation, dans la nouveauté. Ils ont un bon esprit de marché aussi, parce qu'on est à l'ESSEC, c'est une école de commerce, donc on ne parle pas du produit, on parle toujours du besoin marché. Et ça fait qu'aujourd'hui, sur les 200 entreprises qu'on a créées, qu'on a contribué à créer, il y en a 82% à 5 ans qui existent encore et qui fonctionnent. Donc c'est un taux de survie très largement supérieur à la moyenne. Et ça, on en est très fiers. Alors là, on n'a pas que des 10 heures, etc. Bien sûr, il y a des boîtes qui prennent du temps. Mais la plupart y arrivent, et ça, c'est extrêmement encourageant. Et je suis ravi de ça. Maintenant, pour contrer Stanford, moi, j'ai une proposition plus à l'échelle nationale. Il faudrait que, sans doute, et j'en ai discuté avec Fleur Pellerin, que j'ai eu l'occasion de voir hier, qu'on crée une grande école du numérique. Parce que c'est vrai que le numérique reste quand même un secteur très porteur dans l'entrepreneuriat. Je vous disais, c'est à peu près 50 à 60% des projets tournent autour de ce secteur. C'est pas le cas de Cube, hein, bien sûr, mais c'est le cas de beaucoup de projets. Il y a des opportunités immenses. Et finalement, dans le monde, même Stanford n'a pas de formation au management, e-commerce, entrepreneurship, et pour travailler dans les grosses boîtes aussi, hein, d'ailleurs, parce que maintenant, le directeur de Fnac.com, c'est 30% du chiffre de la Fnac. Donc c'est des managers aussi expérimentés qu'il faut former. Et je crois qu'il y a une vraie opportunité autour de ça. Donc, appel à candidature. Voilà, nous allons contrer la Californie et Stanford, mais avec qui on compte bien s'associer. Parce que je crois que si on fait quelque chose comme ça, il faut que ce soit une école partenariale, qu'on prenne les meilleures ressources dans le monde, à la fois professorales et intervenants, et le faire tout seul dans son coin, c'est sans doute une mauvaise idée. Donc, travaillons ensemble, et si vous avez des contacts là-bas, je serais ravi de discuter avec vous. Merci pour vos questions, merci, et on les applaudit.